Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 polars que j'ai lus parce que j'allais rencontrer les auteurs lors de salons et c'était trop chouette. Donc je suis bien contente de vous parler de ces livres qui étaient juste trop bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parce que je vais vous parler de tout ça et tout ça c'est trop bien. Hop, comme vous le voyez, on n'a que des polars. Des polars d'auteurs francophones, non pas que polars français, hein. On a Barbara Abel qui est belge, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce qu'en fait, ça, à la fois, je repense au moment où j'ai lu ces livres. Alors, les livres étaient très bien, j'étais bien plongée dans l'ambiance et tout, mais en fait, si j'ai lu ces livres, c'est parce que j'allais à des salons. 2 salons polars coup sur coup, de super chouettes salons. Le Festival sans nom à Mulhouse et une semaine après l'Iris Noir à Bruxelles. Et en fait, quand je lis pour préparer des salons, ça me permet déjà d'être dans cette ambiance de salon et qui continue une fois que je suis vraiment dans le salon et que je discute avec l'auteur. Donc pour moi, c'est vraiment un tout, hein. Vraiment, c'est le livre, le moment où je lis le livre et puis le moment où j'échange avec l'auteur. Alors, nous allons parler de M, le bord de l'abîme de Bernard Minier chez Pocket. On va parler ensuite de La folie de Johanna Gustafsson chez Livre de Poche, puis thriller psychologique avec Derrière la haine de Barbara Abel chez Pocket. On continuera avec Au commencement d'Ivan Zinberg chez HarperCollins, totalement dans les actualités, ça fait froid dans le dos. Et en parlant de froid, on partira avec Morgan Odick, Personne ne meurt à Longyearbyen, qui est un polar nordique un petit peu particulier, publié chez Albin Michel. Et c'est parti avec M, le bord de l'abîme de Bernard Minier, que j'ai lu entre le Festival sans nom et l'Iris Noir. C'est un one-shot. Bernard Minier a fait 2 one-shots. Celui-ci est une putain d'histoire et les autres livres de Bernard Minier, eh bien, soit ce sont les tomes de la série Servaz, qui est trop bien. je ne me lasse pas de vous le dire. J'espère que vous ne vous lassez pas de l'entendre. Et on a également Lucia, qui pour l'instant est un one-shot, mais le tome 2 sortira au début début du 2e trimestre 2024, je pense. Avec M, le bord de l'abîme, on va voyager. On va voyager à Hong Kong et on va être dans le milieu de l'intelligence artificielle, ce qui est très différent de ce que peut faire Bernard Minier dans sa série Servaz notamment. Et pour en avoir parlé avec lui à l'Iris Noir, il m'a dit que pour lui c'était un livre justement très précieux parce que ça lui a demandé beaucoup de recherche. Il est vraiment sorti de sa zone de confort, il y connaissait rien. Et en fait on se doute qu'il a fait beaucoup de recherche parce qu'il y a beaucoup de pages de bibliographie. Donc là, il y a une partie intelligence artificielle et big data. Il y a des dizaines et dizaines de titres. Après, c'est alors des livres, des fois des papiers, des fois des études, une étude d'Ipsos notamment. Donc voilà, c'est assez. Il y a plusieurs types de sources, on va dire, supports. Et il y a aussi une partie sur Hong Kong, Chine, relations internationales. Mais pareil, hein, très étoffé. Et donc c'est des dizaines et dizaines de sources comme ça. Donc c'est. Enfin, moi j'aime bien parce que déjà j'ai beaucoup aimé ce livre et une fois que j'ai terminé et que j'ai vu tout ça, ça a donné pour moi quelque chose de plus parce que je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, moi je suis serre d'aigle. Si vous suivez un petit peu Harry Potter, les maisons Harry Potter, et voilà, pour moi quand un livre est excellent et à la fin on a une bibliographie aussi étoffée, eh bien je me dis mais quel travail l'auteur a fait pour en arriver là. Et je suis encore plus admirative parce que c'est pas la bibliographie qui va donner la fluidité de l'écriture, l'écriture immersive, etc. Mais ça veut dire que tout ça, c'est ce que l'auteur a et a travaillé par ailleurs. Et voilà, mais ça fait partie de ses talents en fait, hein. Mais derrière, il va utiliser ses talents, mais en même temps travailler. Dans ce livre, dans ce one-shot, on va être avec une Française qui s'appelle Moira et qui va travailler dans une boîte, la firme Ming, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et on va avoir
un agent conversationnel. Et agent conversationnel, ce sont des termes qu'on connaît parce que c'est comme ça qu'on définit ChatGPT. Mais en fait, l'agent conversationnel que l'auteur met dans son livre, c'est pas le même niveau que ChatGPT. ChatGPT, c'est de la gnognotte en fait par rapport à cet agent conversationnel. Là, on est vraiment sur un agent conversationnel qui va lui-même solliciter les individus, alors que ChatGPT, si on lui dit pas bonjour, il nous répond pas, il ne vient pas nous parler. Et derrière, il va vraiment nous connaître et puis on est sur de l'intelligence artificielle. Donc, il va apprendre de nous en fait. Chaque conversation, chaque échange sera des données supplémentaires qui lui permettront de s'améliorer et derrière d'être encore plus performant pour répondre correctement. Et donc là, vraiment, c'est tellement fort, c'est tellement impressionnant que l'agent conversationnel du livre de Bernard Minier est très semblable à un humain. Donc ça peut être très bizarre en fait. De mon côté, je ne suis pas totalement contre tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est données à grosse volumétrie, utilisation de ces données à grosse volumétrie, enfin voilà. Je ne peux pas être contre, c'est en partie mon travail, donc c'est... Enfin, je vois l'intérêt de tout ça, et alors au niveau professionnel bien sûr, mais pas que, même si je vois bien que, enfin je sais bien que si on laisse des choses, des données entre les mains de certains, et puis protection des données personnelles, etc., etc. Tout ça, je le sais, ne vous inquiétez pas, je le sais. c'est comme je dis, c'est des choses qui font quasiment partie de mon quotidien. Mais il faut pas tout rejeter non plus, et voilà, faut trouver un bon équilibre. Je pensais, en partant vraiment sur un agent conversationnel aussi poussé que ça, en partant à Hong Kong avec des façons de penser très différentes de chez nous. Et quand je dis chez nous, c'est vraiment la France. Et d'ailleurs, c'est expliqué aussi, enfin, je crois que j'ai relevé la citation dans Bapelio, de tous les warnings qu'on met en France sur certaines choses. Et d'ailleurs, j'ai relevé une autre citation sur le rapport des Français avec Facebook. Et ce qui est en fait très bizarre, parce que d'un côté, on a l'impression qu'on verrouille tout, qu'on fait hyper attention à protéger notre vie privée, et puis d'un côté, on va être une population qui va croire un peu tout ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux, y compris le partage de fausses informations. Donc voilà. C'est un peu particulier. Mais en partant très loin sur l'intelligence artificielle, en partant à Hong Kong, je craignais que la moralité de l'histoire, ce soit oh là, chaos, l'intelligence artificielle, c'est pourri, on dit non. Alors que si on gratte un petit peu, on se rend compte quand même que l'intelligence artificielle est déjà à beaucoup d'endroits et que c'est plutôt là pour aider les gens et non pas que du négatif, etc. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, mais ce qui est très intéressant et ce qui est très important, c'est ok, on peut avoir des grosses volumétries de données, ok, ça peut être très intéressant de les exploiter à certaines fins, mais attention, il faut que... mais ça rejoint des discussions que j'avais aussi avec Maxime Girardot, qui est l'auteur notamment d'Ego, parce qu'en fait on est sur des sujets très proches. Ego, qui était mon livre préféré sur l'année 2022, eh bien c'est éduquons nos populations. Enfin, c'est alors bien sûr blinder la sécurité, donc éduquer, ça veut aussi dire faire attention aux mails frauduleux, etc., etc. Mais derrière, il y a quand même toute une partie aussi de vérifier ses sources, etc. Voilà. Bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais du coup j'ai beaucoup apprécié parce que c'était pas un livre on rejette tout ça, c'était un livre où on va très loin, où on voit certains avantages, où on voit certaines choses qui nous titillent un petit peu quand même sur une sorte d'intrusion quand même dans la vie des personnages, et puis une sorte de moralité, enfin j'aime pas le terme moralité, une sorte de conclusion de tout n'est pas négatif, mais attention. Ça, c'est le contexte du livre. Et ce contexte, je n'ai pu que l'adorer parce que moi, ça fait que la deuxième fois que je vois tout ça dans un livre. Hein. Donc, j'ai adoré. Et puis, sur ce contexte, Bernard Minier a construit un polar avec donc notre personnage de Moira que j'ai énormément apprécié.
mais en fait Bernard Minier me disait que ce livre avait pas forcément eu un succès de fou, et c'est pas sûr qu'on va retrouver Moira au final. Ce livre, il est sorti il y a longtemps, il paraît tellement d'actualité, comme je vous dis, l'agent conversationnel, il paraît mais tellement plus poussé que ce que ChatGPT l'est. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'avoir un agent conversationnel comme dans le livre, c'est plutôt à mon avis que l'être humain n'est pas prêt à ça. Et donc ouais, ce livre date de 2019, donc il est pas si récent que ça, c'est quand même des milieux où ça bouge très très vite, donc voilà. Mais moi j'ai vraiment trouvé ce livre excellent. Et donc sur la partie polar, eh bien on a énormément de rebondissements, on a des meurtres et pas qu'un seul, et en fait on va se retrouver comme ça, enfin dans ça, mais du coup ça mène à une enquête très particulière, parce que en fait les personnages sont des personnes qui travaillent chez Ming, la fameuse firme là, qui aurait pu faire partie presque des GAFAM, hein, et en fait, chaque collaborateur est surveillé. Et donc, bah, c'est encore une fois surveillé, ok, enfin, c'est plutôt chaque collaborateur a accès à un agent conversationnel, donc peut lui poser des questions, et puis l'agent conversationnel voit tout, etc. Donc si on est malveillant, eh bien, comme cet agent conversationnel a été créé par cette firme, eh bien, tout agent, tout collaborateur peut aller, enfin, pas tout collaborateur, mais en tout cas, certains ont les droits pour aller gratter et regarder ce qui se passe. Donc, quelque part, on a des meurtres qui sont commis et tout peut être contrôlé, tout peut être vérifié, validé. C'est une enquête particulière, hein. Ça veut dire que si notre personnage dit quelque chose chez lui, et eh bien du coup l'agent conversationnel peut l'avoir entendu et peut le répéter à quelqu'un d'autre. Enfin bon, c'est assez, ça met une certaine ambiance en fait, et ça va compliquer l'enquête. Je pense à certains auteurs qui aiment bien partir, faire une enquête dans les années 80, voire même avant, en se disant mais à cette époque-là, c'est rigolo d'écrire une enquête parce que il n'y avait pas toutes les technologies qu'on peut avoir maintenant, toutes les techniques. La police scientifique n'avait pas tous les moyens qu'ils ont maintenant. Et donc, bah, maintenant, une enquête en 3 secondes, ça pourrait être plié parce que on fait une comparaison d'ADN pour tel type d'enquête, etc., etc. Puis c'est bon, c'est réglé de façon scientifique. Oui, mais il y a des époques où c'était pas le cas. Et donc ça compliquait les choses. Et en fait, là, on a l'impression, avec M, le bord de l'abîme, d'être un peu dans le futur. Et en fait, il y a des choses qui vont quand même aussi se compliquer par ces agents conversationnels, en fait. Donc c'est encore autre chose, je trouve, enfin, et ce qui est très intéressant. Voilà, donc niveau contexte, bah, je ne peux qu'approuver. Moi j'ai adoré, et adoré aussi, enfin voilà, tout ça autour des nouvelles technologies, les questions que ça fait poser. C'est bien de pas y aller en étant parti pris. Enfin, je veux dire, si vous êtes archi contre, ce sera pas forcément un livre pour vous. Si vous êtes archi pour, pas forcément non plus. C'est quand même des sujets assez importants. C'est bien d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et ce livre vient alimenter aussi tout ça. Et comme je vous dis, ce n'est que le contexte et l'enquête qui est mise dessus est super. Beaucoup de rebondissements. Et je suis plusieurs fois tombée dans le panneau, tombée dans les pièges que Bernard Minier a semés tout au long du livre. Voilà, donc écoutez, moi je connais Bernard Minier avec Lucia, je connais Bernard Minier avec sa série Servaz, et bien il est aussi très bon sur ce style-là qui change mais qui était très chouette. Je continue avec La Folie de Johanna Gustafsson. Comme Bernard Minier, c'est une autrice que je connais bien, puisque c'est le dernier livre que j'avais à lire d'elle, et maintenant je suis à jour. Pour les 3 livres suivants, vous verrez, c'est plutôt l'inverse, ça va être des découvertes d'auteurs. Alors, La Folie en format poche, mais en grand format. Ce livre avait été publié sous le titre « Te tenir la main pendant que tout brûle » aux éditions Calman Levy. Ce livre était sorti en 2021. Voilà, et donc le tout dernier de Johanna Gustafsson, c'est celui-ci, L'île de Yule, qui est sorti au début de l'année 2023 et qui est génialissime, génialissime. Alors, j'ai acheté ce livre au Festival Sans Nom.
et je l'ai lu pour l'Iris Noir, comme je revoyais l'autrice. Je sais pas quand est-ce que je la reverrai après, donc je me suis dit c'est l'occasion. Et comme je vous dis, maintenant je suis à jour. Johanna Gustafsson, pour moi, elle est très très douée sur les retournements de situation. Vous êtes dans votre livre, vous êtes bien, vous partez dans votre histoire, dans votre enquête, vous échafaudez des hypothèses, etc. Et tout d'un coup, pam, elle vous sort un truc sans vous prévenir avant. Et là, poum, vous aviez fait un château de cartes qui vient de s'effondrer. Vous recommencez et poum, elle vous remet un retournement de situation. Alors, selon les livres, les retournements de situation sont pas au même endroit. Là, dans La Folie, ils sont plutôt concentrés vers la fin. Donc, c'est plus que des retournements de situation, c'est plutôt des dénouements. Je sais pas si on peut parler de dénouement à tiroir ou à... Voilà, on a vraiment le dénouement en plusieurs morceaux et chaque révélation est assez dingue. La construction, elle est très intéressante. On est dans une triple temporalité. Je sais pas si j'ai déjà dit triple temporalité, double temporalité, oui, souvent, mais alors triple temporalité. On va suivre 3 femmes. Et donc à 3 périodes différentes, et en fait à chaque fois qu'on suit une femme, l'histoire est racontée à la première personne. Et moi ça j'adore, je trouve que c'est hyper immersif. Donc on va comme ça alterner entre nos différents personnages, et on est principalement au Québec. Donc ce qui est aussi assez original. Dans le présent, on suit Maxine qui est inspectrice. Bon, elle a une vie privée assez mouvementée, etc. Un peu triste aussi hein, sur certains aspects. Et en fait, elle revient de congé maternité, je sais plus si c'était un congé parental ou un congé maternité, et en fait, elle se retrouve devant son ancienne institutrice, qui a l'air un peu choquée, et tout donne l'impression que son ancienne institutrice a tué son mari. Donc voilà, ça c'est ce qu'on suit dans le présent, enfin en 2002 en l'occurrence. Et on va suivre d'autres personnages enfin oui, du coup dans cette triple temporalité. Et bien sûr, il va y avoir un lien, mais qu'on voit pas tout de suite. D'ailleurs, je suis en train de me dire que les retournements de situation sont principalement concentrés à la fin, mais il y en a quand même d'autres au milieu. Mais il y en a certains que j'avais découverts, donc je les ai un peu... mais voilà, ça peut être aussi surprenant. C'est totalement un page-turner. Je l'ai lu en une soirée, un petit peu plus d'une soirée. Vraiment excellent. Alors, âme sensible s'abstenir, c'est souvent le cas avec Johanna Gustafsson. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une autrice que j'adore et je vais continuer à surveiller ce qu'elle va faire. Même si ce sera pas pour tout de suite, va falloir attendre un petit peu et être patient, mais vraiment excellente autrice. À lire si vous ne l'avez pas encore lu. Donc de Johanna Gustafsson, vous avez La Folie qui est le dernier sorti en poche, donc celui dont je vous parle, L'île de Yule qui est le dernier sorti en grand format, et sinon il y a une trilogie avec Bloc 46, Meurt et Sang en poche chez Hauteville. Je continue avec Derrière la haine de Barbara Abel chez Pocket. Première fois que je lisais cette autrice, découverte. J'avais acheté ce livre à Brive l'année dernière et je l'ai lu pour lire histoire comme l'autrice était présente. Donc premier de l'autrice et j'ai totalement adoré. On est passé à ça du coup de cœur. Le dénouement pour moi, la fin était peut-être un peu trop rapide, mais sinon... tout était parfait. Donc mis à part ça, sinon c'était un coup de cœur trop bien. Tout comme La Folie, je l'ai dévoré en une soirée, vraiment hyper addictif. Et en fait, quand je l'ai commencé, bon j'ai rien lu de la 4e, vous l'avez compris, j'arrête pas de vous le dire, je lis rien des 4e de couverture. Là voilà, je voulais découvrir l'autrice et ça me paraissait être un bon livre pour. Je sais plus pourquoi j'ai pris celui-ci. Est-ce que c'est l'autrice qui me l'a conseillé à Brive ou je sais plus exactement, mais bon. En tout cas, vraiment très bon. Et en fait, on est sur un thriller psychologique. Et quand j'ai commencé le livre, j'avais l'impression d'être dans un livre de Liane Moriarty, avec des familles, je vais pas dire toutes lisses, mais bon, voilà, on a une famille qui vient d'emménager, leurs voisins ont à peu près le même âge, les femmes sont enceintes en même temps, elles ont chacune un fils, qui vont super bien s'entendre, etc. Et on a l'impression d'être dans ce côté, enfin presque Desperate Housewives. On est dans une même rue avec des voisins. On a l'impression que tout est bien et puis on se dit, bah une fois qu'ils rentrent chez eux, on sait pas ce qui se passe derrière la porte. Et voilà. Donc j'ai commencé le livre comme ça en me disant, ah là là.
Ah, c'est bien, j'espère qu'on est vraiment sur un thriller domestique, un bon thriller domestique. J'espérais. Et j'avais peur que ce soit pas le cas parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'espérer ça en fait, d'espérer un bon thriller domestique avec un côté vraiment page-turner, avec un dénouement de fou, enfin, et puis cette tension hein, qu'on peut avoir dans les thrillers domestiques, thrillers psychologiques, enfin, cette peur aussi. J'espérais ne pas être déçue et en fait ça a été au-delà de ce que j'espérais, donc c'est pour ça que ce livre pour moi est vraiment excellent parce que c'est tout ce que j'aimais et c'est tout ce que je voulais et tout ce que je veux depuis un moment. J'aime les thrillers domestiques, j'ai du mal à en trouver à chaque fois des très bons. Moi, vous me direz, je fais pas partie, enfin, je ne lis pas que ça, hein. Je suis pas dans une recherche hyper active, mais là, là j'avais vraiment envie de lire ça. C'est un genre où jusqu'à présent, quand on me dit thriller domestique, j'aurais tendance à dire ouais, alors Liane Moriarty, mais alors seulement Le Secret du mari et Petit secret et grand mensonge, parce que les autres de Liane Moriarty, c'est pas forcément le même style, on va dire. Oui, et ben en fait, là, je pourrais me dire ah, thriller domestique, Barbara Abel. Et à l'Iris Noir, elle m'a dit bah, que elle, voilà, c'est ce qu'elle écrivait en fait, c'est ce qui l'intéressait. Et je comprends, enfin, parce que moi j'adore le côté les apparences sont trompeuses. On voit comme ça une famille, on se dit oh d'accord, on se fait une idée, mais ça arrive à tout le monde. Enfin là, dans le cas de famille comme ça, c'est je sais pas la famille de copains des enfants ou de on va voir des gens comme ça, on va se faire une idée, on va se dire, ah tiens, ah ils s'entendent bien, ah ça a l'air tellement simple chez eux, puis les enfants y vont et ils disent, oh, eh ben chez machin c'est comme ça, et puis ah chez machin c'est comme ça, puis voilà, on va se dire, ah d'accord, on va se faire une idée, on va se dire, tiens, c'est vrai qu'ils sont peut-être plus cool que nous sur ça, ou tiens, ils surveillent peut-être un peu plus, ah ça a l'air d'être vraiment des bons parents, et puis en fait, grâce au livre, on entre dans les maisons et on se rend compte que c'est pas tout le temps comme ça. Alors, dans les thrillers psychologiques, on entre dans les maisons et il y a souvent des choses qu'on ne voit quand même pas partout, on est d'accord. Hein, on a des cas particuliers, on va avoir des psychopathes, on va avoir des drames, on va avoir... Voilà, certes, c'est pas comme ça quand même dans toutes les maisons, mais j'aime bien ce côté. Donc, excellente découverte. Et il y a une suite que j'ai hâte de voir. Et je peux pas vous dire dénouement... Je peux rien vous dire, est-ce que j'ai été surprise ou pas? Là, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait le voir. En tout cas, il était bien. Je continue avec Au commencement d'Ivan Zinberg, dernier de l'auteur, mais le premier que je lis, sorti chez HarperCollins. Il est très court, contrairement aux autres livres de l'auteur. Je les ai quasiment tous, on est sur des bons pavés. Mais ce n'est pas le cas de celui-ci. L'histoire se passe entre les deux tours de l'élection présidentielle en 2022 et on pourrait penser que c'est un livre qui s'est passé il y a 2 semaines en fait, tellement c'est assez fou sur tous les sujets d'actualité qui sont traités. Alors voilà, on parle d'un livre qui s'est passé il y a 1 an et demi. C'est pas un livre qui s'est passé il y a 10 ans non plus, mais bon, ça mène à quelques réflexions quand même aussi sur l'évolution. Enfin, bon, ça fait un peu froid dans le dos. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Déjà, le rythme, la construction et tout sont top. On a plusieurs parties. En fait, vous commencez le livre et puis, ting, virage à 90 degrés. L'auteur choisit un autre sens, une autre façon en fait ouais, un autre sens, on va dire plutôt ça. Un autre sens, un autre type d'histoire. Et puis ensuite, ting, l'auteur, il va prendre encore un autre sens. Et en fait, nous, on suit dans ce livre court de 300 pages. Et ça apporte énormément de rythme. Enfin, moi, j'ai trouvé que le rythme était extrêmement bien travaillé. Et le fait comme ça de surprendre le lecteur par le sens que prend l'histoire, c'était assez original. Ça mène à un sacré rythme, en fait, et un bon côté page-turner. Et puis, en plus, on a des dénouements, parce qu'il y en a plusieurs, mais qui sont dinguissimes. Et ce livre, vous m'en parlez dans 2-3 ans. Je vous redirai, vous lisez le livre dans 3 ans. On parle ensemble du dénouement, je me souviendrai de tout et je vous dirai mais c'était dingue, c'était tellement dingue ce qui s'est passé.
Alors que, ouais, peut-être que certains livres dont je vous ai parlé, je ne garantis pas que je pourrais me rappeler avec autant de précision ce qui se passe à la fin du livre. À la fin, c'est pas non plus les 5 dernières pages, hein, c'est un petit peu avant la fin. Il y a des petites choses que j'ai vues arriver parce qu'il y a notamment en fait, des phrases qui reviennent pour un personnage. Et donc, bon, j'ai deviné certaines choses, mais c'était tellement rien par rapport à la réalité. Par rapport à ce que l'auteur a choisi pour son livre. L'auteur travaille dans le milieu, il travaille dans le milieu de la police. Et en fait, ça se sent beaucoup parce que il va bien décrire la façon dont travaillent les personnages, en fait. La façon dont ils travaillent chacun les uns avec les autres. En fait, il y avait quelque chose, je crois que je vous l'avais dit dans un de mes vlogs, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que souvent on a une équipe policière, alors, ce que je veux vous dire un peu cliché, mais on a une équipe policière, on va suivre le chef de cette équipe, on a l'impression que le chef et l'équipe sont super soudés, qu'ils s'entendent super bien, c'est même les meilleurs amis en dehors du travail et tout, c'est assez dingue, vraiment, puis tout le monde est là avec le chef, etc. Enfin voilà, tout se passe très bien, c'est pas du tout des choses qu'on voit dans la, dans la réalité, etc. Mais voilà, tout est très beau, sauf le lien du chef de cette équipe avec son propre chef. Alors là, en revanche, il y a des liens très conflictuels, etc. Puis en plus, ce chef-là, il vient tout le temps embêter vraiment la hiérarchie comme on l'aimerait pas. Ce qui est très drôle, parce qu'en fait, on nous décrit souvent une hiérarchie comme ça, qui est vraiment très désagréable, du style, le personnage principal, il est adoré de son équipe, mais alors il est détesté de son chef, et lui-même déteste son chef, et du coup, c'est assez particulier. D'un côté, on est sur du tout beau, tout rose, et de l'autre côté, on est sur ça fonctionne pas. C'est bizarre. Et en plus, on a l'impression que ce chef, en fait, le chef du chef, n'a que ça à faire de l'embêter. Et là, c'est pas aussi simple que ça. Déjà, le chef du chef est nouveau. Et il va vraiment essayer d'aller sur le terrain pour se former. Il va, voilà, et je trouve qu'il va vraiment se sentir plus proche de l'équipe et pas seulement dans les bureaux, dans la stratosphère et tout, comme c'est souvent décrit. Donc ça, c'est assez différent. Mais en plus, on voit bien que le chef du chef, ben, en fait, il est chef de plusieurs personnes. Ben, c'est quand même souvent le cas. Hein. On n'est pas sur, le PDG qui est chef d'une personne, qui est chef d'une personne, qui est chef d'une personne, puis en dessous, on a une équipe. Non, en général, on a le directeur, le grand directeur, qui lui-même est chef de plusieurs personnes, qui sont chefs de plusieurs personnes. Ben voilà, la hiérarchie, c'est normalement un petit peu comme ça. Et donc, dans ce livre, eh bien, on n'oublie pas que on a le chef, qu'on aime beaucoup, qui a une équipe, avec qui ça se passe plus ou moins bien, il y a des difficultés ou pas, mais en tout cas, chacun a sa personnalité et arrive à travailler ensemble, enfin, c'est très bien décrit. Et donc, ce chef qu'on aime bien a un chef, et le chef, il a plusieurs équipes. Bah, c'est normal, c'est normal. Sauf qu'en fait, dans les autres livres, j'ai l'impression qu'on l'oublie. Et là, c'est très bien décrit. Et c'est logique, en fait, c'est logique. Donc voilà. Donc ça, j'ai bien aimé. Et je trouve qu'on voit du coup que l'auteur travaille dans la police. Surtout, donc il y a ce sujet dont je vous ai parlé, il y a d'autres choses et tout. Et surtout... sur d'autres aspects du livre que je ne peux pas vous dévoiler. Mais pour moi, il n'y a que quelqu'un qui travaille dans la police qui peut faire ça. Voilà, bah, c'était une très belle découverte. Et puis en plus, l'auteur, il est trop chouette, trop sympa. Donc je l'avais lu pour le Festival Sans Nom. Échanger avec lui, pour moi, ça a été un super bon moment, très précieux et tout ça. Et donc j'ai rediscuté avec lui à l'Iris Noir. Et donc maintenant, il faut que je lise ses autres livres. Et nous allons terminer avec celui-ci, Personne ne meurt à Longueur Bienne, de Morgane Audic chez Albin Michel, avec cette couverture. Ah. Première fois que je lisais cet auteur, je le découvre avec son dernier livre, comme l'auteur précédent. C'est un polar nordique écrit par un Français, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit un polar nordique à la Momalo, pas du tout. On est sur un polar nordique avec ce qui est mis sur le devant de la scène, c'est le sujet environnemental. Alors qu'au final, dans les polars nordiques, c'est pas trop le sujet. Après, peut y avoir des allusions, peut y avoir des choses, enfin, quand même, le Groenland pour Momalo, bon. Voilà, on sait qu'il y a quand même d'autres choses que uniquement du polar nordique, mais c'est hyper intéressant parce que ce livre du coup de Morgane Audic se passe en Norvège et je vous avais montré dans un vlog au début du livre, on a la carte.
Hop. Voilà, la carte avec le nord de la Norvège et le nord du nord, et voilà, donc, où se situe l'intrigue. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est un polar nordique dans le sens... Enfin, je dis que c'est un polar nordique parce que ça se passe dans le nord, mais on n'a pas les codes du polar nordique. On est plutôt sur un thriller. En même temps, le polar nordique peut être considéré comme un thriller. On a peut-être plus de rythme, on est peut-être moins factuel. Ouais, c'est peut-être moins froid, moins factuel en fait. Et moins noir. Les polars nordiques sont souvent noirs. C'est des gens qui voient pas souvent la lumière en hiver. C'est souvent dit, il y a souvent des citations que je relève comme ça, qui disent bah ils auraient été plus heureux s'ils voyaient le soleil, ou enfin des choses qui... Et alors autant je suis très attirée par les pays nordiques, autant cette partie-là, pas du tout. J'ai trouvé très prenant, il a une construction très intéressante parce qu'on suit deux histoires en parallèle. Alors, suivre deux histoires en parallèle, c'est pas si incroyable que ça arrive quand même souvent dans les livres, mais là on est vraiment sur deux enquêtes. Il y en a peut-être une un petit peu plus importante qu'une autre, mais vraiment ça se joue à pas grand-chose. À un moment donné, il y aura un lien, hein, forcément, mais quand on a deux histoires en parallèle, forcément, à la fin, il y a un lien, sinon c'est bizarre. En même temps, ça pourrait être surprenant d'avoir un livre avec deux histoires en parallèle qui se terminent et il n'y a eu aucun lien. On peut surprendre le lecteur comme ça, hein. Mais non, là, ça reste quand même normal sur ce coup-là. Et c'est donc deux histoires en parallèle qui tiennent totalement la route, qui sont aussi haletantes et aussi, enfin, qui nous captivent autant. Et elles sont très rythmées, alors elles mettent en scène des enquêteurs différents. Alors pour le coup, il y en a une qui est vraiment enquêtrice et un non. Mais en fait, ils sont tous les deux titillés par des morts qui leur paraissent suspectes. Et donc ils vont creuser, ils vont mener leurs enquêtes, chacun de leur côté, etc. Ils vont à un moment donné se rencontrer. Et c'est très intéressant, c'est un duo que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais beaucoup retrouver dans un autre livre. Je l'ai redit à l'auteur, je l'avais déjà dit sur Instagram, mais quand j'ai rencontré l'auteur au Festival Sans Nom, alors c'est un échange hyper intéressant, je lui ai redit, enfin pour moi ça fonctionne bien. Un enquêteur et un journaliste, forcément je repense à John Lear Horst, mais pas que, hein. Il y a quand même d'autres polars nordiques où c'est le cas, et c'est super, c'est un duo hyper intéressant. Hyper intéressant parce qu'on voit qu'on peut se retrouver dans beaucoup de situations. Et c'est le cas de la série William Wisting de John Lear Horst. Là, on est sur un enquêteur et sa fille est journaliste. Donc, on voit toutes les choses qui peuvent être compliquées parce que forcément, il y a un lien père-fille qui est très fort. Mais en même temps, bah, ce lien police-journaliste, il n'est pas toujours très fort. Donc, c'est très bien fait. Donc là, je trouve qu'il y aurait plein de choses à exploiter et j'aimerais bien les retrouver. Surtout que l'enquêtrice en fait, elle a un passé compliqué qui nous est dévoilé et il nous est pas dévoilé tout de suite. Et pour moi, il nous est dévoilé comme il le serait si ce livre était un tome 1 en fait. Donc ça, c'est très très chouette. Et donc deux enquêtes qui tiennent la route, etc., etc. On est pris par ces enquêtes-là. Et puis tout ce côté environnemental avec les animaux qui sont sur le devant de la scène. Hein. C'est vraiment... une fois qu'on a terminé le livre, c'est vraiment ce qu'on peut retenir en plus du polar, haletant, etc. Et donc ce côté environnement avec les conséquences humaines sur des animaux. Et franchement, ça fait froid dans le dos, quoi. Voilà, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'était une très très chouette découverte. Je suis ravie de l'avoir lu. Il est pas si long que ça parce qu'il fait quasiment 400 pages, mais il paraît plus gros. C'est un grand format avec des pages bien épaisses. Ouais, très chouette découverte. Lu avant d'avoir rencontré l'auteur. Maintenant que je l'ai découvert et que j'ai acheté son premier livre, je ne vois pas le titre d'ici. Alors, de ce que j'ai compris, son livre juste avant a eu beaucoup de succès. C'est De bonnes raisons de mourir. Moi, j'ai pris celui encore d'avant avec un lien avec Alice au Pays des Merveilles. Donc, je le lirai avec
avec beaucoup d'intérêt forcément. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai lu le livre. Je l'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment, c'était une très très chouette découverte. Et puis ensuite, j'ai rencontré l'auteur et j'ai vachement bien accroché avec l'auteur. Donc voilà, c'était bien, c'était très bien. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne. À bientôt.